de faire des autopsies ou au moins d'avoir une analyse par un coroner dans des décès, dans des résidences, CHSLD ou autres. Donc, je pense qu'il y a plutôt une tendance à en faire plus souvent au Québec, peut-être, mais qu'il y a une diminution du consentement libre éclairé pour les autopsies par les familles. Je dirais que c'est assez rare parce que les gens décèdent aussi de plus en plus à l'hôpital, là. Donc, on a souvent la cause en gériatrie, la cause de décès est quand même assez évidente. Peut-être ça, c'est un contexte plus social que j'aime dont j'aimerais parler, mais les gens décèdent de plus en plus à l'hôpital. C'est rare que les gens décèdent chez eux. Donc, on sait souvent quelle est la cause du décès. Euh, Est-ce qu'on fait moins de consentement libre éclairé pour les autopsies? Ça, je suis pas au courant de ça, là, mais je sais quand on le fait, en tout cas, c'est très légal comme processus au Québec. Donc, je ne sais pas d'où la personne est, mais chez nous, en tout cas, on doit vraiment suivre une procédure légale complexe et complète, là. Okay, and Janelle, do you have anything Janelle, further? avez-vous quelque chose à ajouter? C'est une question vraiment fort intéressante, mais je n'ai pas vraiment quelque chose à ajouter non plus. Bien. Alors, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, mettez-le dans le clavardage. Cette personne a mis son adresse électronique dans le clavardage. Alors, si vous avez des renseignements supplémentaires, vous pouvez les envoyer directement à cette personne. Alors, je passe à une autre question. Je crois de nouveau que c'est une question qui s'adresse à vous deux. On dit, l'éthique du risque est un concept relativement récent. Y a-t-il des universitaires ou des groupes de travail qui se penchent sur cette question au Canada dans le contexte des maladies neurocognitives ou neurodégénératives? Les cliniciens et les décideurs ont tendance à abaisser le seuil de risque acceptable pour les personnes âgées au risque d'entraver l'autonomie de la personne et son droit de prendre, selon nous, de mauvaises décisions, entre guillemets. Est-ce que l'un de vous aurait des observations, des connaissances? Alors, on cherche à savoir si des universitaires ou des groupes s'intéressent à la question de l'éthique du risque. Alors, équilibrer le respect de l'autonomie et les éventuels préjudices d'une mauvaise décision. Je dois dire que je suis récemment revenue au Canada, alors j'ai l'impression que je ne suis pas forcément très au courant. Cela dit, je dirais qu'aux États-Unis, Lisa Karlowich et d'autres se sont penchés sur des questions comme le consentement et la capacité, le droit à prendre de mauvaises décisions. Et je sais que les personnes âgées qui n'ont pas de proches, lorsqu'ils sont atteints de démence, souvent le système de santé sait bien avant qu'il y a un problème et a fait venir un travailleur social. Et souvent, il demande une consultation en gériatrie et il cherche à approfondir la question. Il y a une conclusion selon laquelle la situation n'est pas convenable, elle n'est pas sûre et la personne ne veut pas changer sa situation. Alors, c'est un problème courant et très intéressant. Peut-être que Félix connaît des gens qui travaillent à cette question dans le domaine de l'éthique. Euh, pour le Québec, c'est vrai aussi que c'est un concept assez nouveau, la question de la dignité de risque, mais dont on parle de plus en plus. Pour le Canada, je suis pas au courant, mais je sais qu'au Québec, quand même, sur les différents comités auxquels je travaille, puis en éthique, en gériatrie, ben, moi, je travaille sur cette idée-là, mais la question de contrebalancer la protection avec l'autonomie. Puis c'est sûr qu'en gériatrie, quand je parlais du trouble neurocognitif majeur ou de la démence, il y a un processus évolutif. Puis plus la personne est atteinte, plus on va tendance à la protéger. Et moins elle est atteinte, plus on va la laisser décider de façon autonome en se basant sur son histoire de vie. Puis les cas un peu plus difficiles, c'est souvent les cas où il y a une dépendance à l'alcool qui fait que la personne qui consomme plus est plus confuse lorsqu'elle consomme, est amenée à l'hôpital pour sa sécurité,
arrête de consommer à l'hôpital, revient plus autonome, retourne chez elle. Puis il y a une spirale descendante avec la toxicité à l'alcool au cerveau qui s'empire avec le temps. Puis la personne, à un moment donné, devient assez incapacité ou incompétente, si on veut, par l'alcool, on met des mesures de protection, mais c'est tout ça, cette responsabilité-là que j'ai pas assez mentionné, mais dans l'éthique du care aussi, ça ressort beaucoup, l'idée du professionnel responsable, soucieux de la personne, qui veut son bien. Donc, oui, on est un petit peu plus dans un registre de bienveillance qui se rapproche du paternalisme, mais avec un trouble neurocognitif majeur où il y a une perte d'autonomie importante, que ce soit fonctionnelle, donc on dépend des autres, ou qu'elle soit cognitive, on n'est plus capable de prendre nous-mêmes nos décisions. Bien, évidemment que d'autres principes prennent la relève, puis on n'est plus dans l'autonomie qui domine, mais vraiment la question de la bienveillance, bientraitance, non-malfaisance, même dans les questions de justice. Est-ce qu'on oblige les proches aidants à faire des choses parce que la personne qui est en trouble cognitif avancé réalise pas ses déficits et par son autonomie vacillante cognitive oblige les personnes à s'occuper d'elle? Il y a une question de justice aussi intragénérationnelle, intergénérationnelle entre les conjoints et les enfants. Est-ce qu'on fait assumer à des enfants des mauvaises décisions d'une personne qui a une autonomie vacillante? On a tendance à dire non. Puis je pense qu'effectivement, les professionnels en gériatrie, encore plus qu'en psychiatrie, vont avoir une tendance à être un petit peu plus dans ce registre-là de bienveillance, métraitance, parce qu'on a une maladie qui est dégénérative. Donc, la personne va être de moins en moins capable de prendre ses décisions par elle-même par rapport à la psychiatrie où on a une fluctuation. La personne est à un moment donné capable, à un moment donné pas capable. Donc, effectivement, mais en un sens, je pense qu'il y a quand même une certaine justification de dire que parce qu'une atteinte cognitive importante atteint notre autonomie, on doit aller plus vers la bientraitance et protéger un peu plus la personne. Great, thank you. And I just want to also add, Merci. Et je souhaitais ajouter aussi que moi non plus, je ne connais pas d'universitaire dans ce domaine, mais bon, s'agissant des groupes de travail, je pourrais parler, par exemple, de l'autorité sanitaire Vancouver Coastal en Colombie-Britannique. C'est la question sur laquelle on est les plus consultés, nous, le comité d'éthique, c'est-à-dire équilibrer le droit de choisir un risque, le droit de prendre une mauvaise décision, quelle est la nature du risque. Et donc, comme équipe interdisciplinaire, accompagnée de juristes, mais aussi de professionnels dans d'autres domaines, des cliniciens dans d'autres domaines, c'est un outil, si vous voulez, c'est une aide à la décision pour les cliniciens pour qu'ils trouvent une solution, surtout en soins de proximité et à domicile. Et comment peut-on équilibrer le risque et la dignité du risque que Félix évoquait, qui exige vraiment une collaboration avec la personne qui est prise en charge ou son mandataire, quiconque participe aux soins, pour déterminer non seulement quelle est la nature du risque, donc comprendre qui est à risque, est-ce que le risque est probable, grave, l'activité ou l'inactivité dans certains cas, mais aussi les avantages. Et là, on rejoint plutôt la dignité, les avantages de mesurer donc le niveau de difficultés cognitives ou les autres facteurs qui ont un impact sur la prise de décision. Donc, ce n'est pas un article, non, universitaire, mais dans nos services d'éthique, je pense que nous sommes nombreux à être saisis dans le cadre de ces décisions où on doit équilibrer le risque et la protection. Quel est notre devoir d'intervenir étant donné qu'on veut protéger évidemment l'autonomie? Il y a toujours la dignité à équilibrer. Mais si vous souhaitez, je peux vous présenter ce guide ou vous l'envoyer après cette web émission. Une autre personne nous pose une question. Il semble que cette personne est suisse. Alors, elle nous dit, j'aimerais savoir si les directives anticipées ou la planification préalable des soins, si leur nombre a augmenté pendant la pandémie au Canada. Est-ce qu'il y a une certaine promotion qui a été faite de ces directives anticipées et de cette planification préalable des soins?
Peut-être que nous pouvons commencer par Janelle Taylor. Je sais que vous avez un peu d'expérience en planification préalable des soins. Je sais que, bon, vous êtes récemment revenu au Canada, mais si vous avez quelques réflexions, c'est-à-dire, est-ce que la planification préalable des soins a augmenté depuis la pandémie? Je n'ai pas la réponse à cette question. Un problème avec la pandémie, c'est qu'il y avait très peu de préavis. Donc, c'était difficile de faire une planification préalable. Docteur Pajot, qu'en pensez-vous de votre point de vue? Est-ce qu'on a de plus en plus de directives anticipées ou de planification préalable des soins? Avez-vous constaté, même si vous n'avez pas de statistiques pures et dures, avez-vous constaté une augmentation dans votre pratique clinique? Nous, on doit les consulter comme médecin quand il y a une atteinte cognitive sévère. C'est une des raisons de consulter les directives médicales anticipées, là. Puis on n'a pas vraiment, on les consulte pas vraiment parce que les gens ne les font pas vraiment, les directives médicales anticipées. Parce que c'est nouveau, c'est peu connu, c'est quand même compliqué comme processus, là. Je dirais que c'est faible. Peut-être que ça a augmenté, mais en termes absolus, mais en termes relatifs, je pense pas que c'est très élevé là, au Québec. Thanks. And yeah, and I can't speak to what Je ne the peux pas vraiment non plus vous dire quelles sont les statistiques, des données probantes sur l'utilisation de cette forme de directive. Je sais qu'on en a beaucoup fait la promotion au niveau des médecins pour tâcher d'encourager la planification préalable des soins, surtout en période de COVID, pour essayer de veiller à ce que les volontés des gens soient à jour, surtout dans les établissements de soins de longue durée ou les CHSLD, surtout à la lumière des risques, parce que vous savez que la COVID posait un risque supérieur auprès des personnes âgées. Jeannette, j'allais simplement ajouter que ça ne répond pas à la question de quel effet la pandémie a eu, je ne sais pas, mais j'allais dire tout ce qui augmente la fragmentation du système de soins de santé mine les efforts de mettre en place une planification préalable des soins. Parce que, bon, quelqu'un remplit un formulaire, mais après ne sait plus où il a mis le formulaire, s'il l'a même rempli, qui était dessus. Enfin, je vous donnerai un exemple d'un effort assez réussi. C'est l'État de l'Oregon qui a un registre. On demande aux gens de remplir un formulaire et de déposer le registre concernant cette directive anticipée. Le médecin, bon, enfin, quelles que soient les circonstances, on sait où trouver de l'information, mais ça n'est qu'un État. Ce n'est qu'un État. Je ne sais pas si des efforts similaires ont été faits ailleurs. Et je pense que c'est une véritable courte pointe pour le moment. Oui, je crois que c'est le cas au Canada aussi. Oui, Félix, je vais juste compléter parce que au Québec, on a les directives médicales anticipées, mais on a aussi les niveaux de soins qui sont en train d'être révisés par l'Institut national d'excellence en soins et services sociaux, qui vont devenir les objectifs de soins. Donc, en fait, l'idée, est-ce qu'on veut une réanimation, des soins intensifs, plutôt axés sur la survie, plutôt axés sur le confort? Ça, par exemple, au Québec, les gens avec la pandémie ont été beaucoup sensibilisés à la question des soins intensifs, l'utilisation des ressources. Ce n'est pas nécessairement les directives médicales anticipées qui est le formulaire gouvernemental qui a été de plus utilisé, mais vraiment la question de la discussion de niveau de soins qui va devenir maintenant la discussion des objectifs de soins. Donc, quel est le but des soins? Donc, ça ressemble peut-être un peu à ce qui se fait en Oregon, mais ce n'est pas un formulaire qu'on remplit. Comme en Oregon, c'est vraiment une discussion entre le médecin et le patient. Puis ça, effectivement, des niveaux de soins, on en voit beaucoup plus qu'il y en avait avec la pandémie. C'est un peu peut-être la différence québécoise encore, mais les directives médicales anticipées, c'est une chose. De refuser des soins si on a un état avancé. Mais la question des niveaux de soins, ça, par exemple, en gériatrie, tous les patients ou presque ont un niveau de soins. Le, le DNR américain, là, le Do Not Resuscitate, on n'a pas cet équivalent-là au Québec. C'est plutôt est-ce que vous voulez être ressuscité? On a une discussion, puis on le note comme ça dans le dossier. Donc, c'est pas exactement la même chose, mais c'est plutôt la question de la discussion de niveau de soins qu'on a au Québec.
qui a augmenté avec la pandémie. Oui. Okay, thank you. C'est vraiment intéressant. Et je vois des observations. On demande si vous pouvez, si je peux partager le lien sur le guide décisionnel de Vancouver Coastal. Je n'ai pas vraiment de lien à présenter parce qu'il sera protégé, mais je pense que je pourrais envoyer un PDF si Corey est d'accord. Alors, c'est ce que je ferai. J'enverrai un document PDF. Je voulais, il ne nous reste plus que quelques minutes. Quelqu'un a posé une question un peu plus tôt et j'aimerais aussi revenir à l'exposé du Dr Pajot parce que ça m'a beaucoup intéressé et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la question. On veut savoir, Janelle, quelles sont vos réflexions par rapport aux robots, à la robotisation des soins? En une minute ou deux, Janelle, voulez-vous, ou peut-être que Félix voudra nous rappeler exactement, bah, Paro, Mathilde, enfin, je ne me rappelle plus quel était le nom de ces robots, mais comment peuvent-ils aider dans les activités quotidiennes, les activités à la maison? Je pense que, Janelle, étant donné vos recherches, les gens s'intéressent beaucoup à votre point de vue. Est-ce que ce genre de robot pourrait créer des difficultés éthiques? Eh bien, écoutez, nous en avons un peu parlé lorsqu'un petit groupe d'entre nous, dont Félix et moi-même, avons eu une petite pré-conversation. Pour moi, je le vois comme une question à laquelle je me suis attachée en faisant des recherches sur un autre thème, les échographies. C'est-à-dire que la technologie est conçue pour des objectifs clairs, mais l'utilisation de cette technologie, la signification qu'on donne à cette technologie, c'est souvent très différent des idées initiales qu'on s'en faisait lorsqu'on l'a conçue. Alors, je pense que quels que soient les problèmes associés, par exemple, à Paro, à Mathilde, enfin, d'abord, je voudrais savoir, sur le plan empirique, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que, en fait, ça permet de prodiguer des soins élémentaires, résoudre des problèmes? Il y a des gens qui ont parlé dans d'aller dans des établissements de soins de longue durée où on a mis le robot Paro dans un placard parce qu'on ne s'en sert pas. Est-ce qu'on s'en sert? Et s'il est utilisé, là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose de problématique par rapport au fait que ce n'est pas une personne? Peut-être que oui, peut-être que non, on peut en débattre. Mais la première étape, à mon avis, c'est l'aspect empirique. Est-ce que les gens s'en servent? Et ensuite, il y a des questions qui précèdent celle-là. Il y a des questions qu'on doit se poser par rapport aux priorités, au coût. Si ça coûte, disons, 6 000 $ d'acheter un robot, j'invente, hein, je ne sais pas du tout combien ça coûte, mais si ça coûtait X montant d'argent pour acheter un robot qui dispense des soins, est-ce que c'est le meilleur moyen d'utiliser ces fonds? Vous savez, un budget, ça n'est rien qu'un énoncé de priorité. Alors, quelles sont les priorités que l'on met en exergue quand on investit dans une technologie plutôt que dans l'investissement du personnel, par exemple? Enfin, je comprends que c'est compliqué et qu'il y a peut-être une pénurie de main-d'œuvre. Cela aussi peut avoir un impact et peut-être qu'il faut justement prendre un peu plus de recul et se poser la question, quelles sont les caractéristiques structurelles sur lesquelles on devrait se pencher, qui sont des facteurs contributifs qui expliquent pourquoi on n'arrive pas à attirer et retenir le personnel dans ce domaine-ci. Effectivement, c'est le problème que l'on souhaite résoudre avec des robots. Merci. Félix, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, rapidement, en fait, il y a des études, même des méta-analyses sur l'utilisation des robots d'allure animale qui seraient aussi efficaces que la zoothérapie, mais sans les inconvénients
d'avoir à nourrir, avoir à changer la litière. Mais encore là, c'est ça, effectivement, il y en a certaines des études qui sont financées par l'industrie. Puis quand on avait préparé l'atelier, ce que je trouvais intéressant, c'est effectivement la question de Janelle de c'est le problème à qui qu'on est en train de résoudre. Donc, est-ce que c'est vraiment la personne qui reçoit le soin? Whose problem is it we're trying to solve? Je pense que c'est intéressant comme question avec ces robots-là. Puis je pense effectivement les conditions de travail des gens qui font des soins gériatriques sont peut-être pas idéales non plus. Donc, est-ce que si la personne s'attache à Cyril, à Paro ou s'attache à Mathilda plutôt que avoir un lien affectif avec les soignants, ben, est-ce que les soignants humains ne deviennent pas justement les robots qui font les tâches, puis les robots sont récepteurs de l'affection des soignants que normalement les soignants devraient recevoir? C'est un peu ça la grande question, je pense, éthique derrière l'utilisation des robots, c'est est-ce qu'on est en train de remplacer l'affection ou donner l'affection à un robot qui n'en a pas besoin et pas à l'être humain qui nous soigne, qui en a besoin pour avoir un soin soucieux et un soin qui va vraiment aider la personne au niveau de la relation entre les deux. Thank you kindly. Merci. Merci pour ça. Il nous reste que quelques minutes, peut-être suffisamment de temps pour un dernier commentaire, mais je voudrais vérifier, j'espère que je n'ai pas manqué de main levée. Il nous reste une dernière question qui se trouve dans la fonction QAR, qui pourrait être sans doute répondue au mieux par Félix, parce qu'il s'agit en fait d'une détermination, une décision aussi bien juridique que clinique, dépendamment de la législation. Quelles sont les définitions actuelles d'adultes vulnérables quand il s'agit de prendre en considération la capacité pour la prise de décision? Et ensuite, je donnerai la parole à Janelle pour savoir s'il a autre chose à dire. Ou Victoria peut-être aimerait répondre. Seen a comment here. I'm not. Que je vois un commentaire. Victoria, souhaitez-vous intervenir? Non? Non, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi c'est affiché. En tout cas, donc, à vous, Monsieur le docteur Pajot, si vous voulez répondre à cette question. Parce qu'il y a un débat, même en gériatrie, chez les chercheurs, puis j'en fais un de mes sujets prochains là, dans les projets qui s'en viennent, mais je travaille aussi avec une chercheuse, Dominique Giroux, à l'Université Laval. Est-ce que la personne est vulnérable ou est en situation de vulnérabilité? Puis est-ce que la personne est de façon inhérente faible et en danger ou à risque d'être blessée, ou c'est plutôt l'environnement qui la met dans une situation où elle peut être blessée, ou elle peut être lésée? Donc, c'est la question de la vulnérabilité. J'aurais tendance à en dire qu'on est plutôt dans des situations de vulnérabilité puis dans un état de fragilité. L'état de fragilité étant médical, comme j'ai mentionné de ma perspective, mais aussi parce qu'on ce qu'on voit en clinique. Mais la vulnérabilité, je pense qu'une personne est vulnérable si c'est dans un environnement maltraitant et qui n'est pas bien traitant, finalement. Donc, encore là, le risque d'être blessé ou d'être lésé ou d'avoir des atteintes est plus grand si la personne est entourée de personnes malveillantes ou dans un environnement malveillant. On a parlé de la culture de consommation un peu plus tôt, où les gens qui sont moins efficaces, moins utiles à la société sont considérés comme des individus de seconde classe. Donc, juste par ça, on les met dans une espèce dans une situation de vulnérabilité, effectivement. Je ne réponds pas directement à la question parce que je n'y ai pas répondu encore, mais on travaille sur ça. Et on pourra me réinviter au besoin. Yeah, and I wonder if that relates more to like the notion of like structural Oui, vulnerability versus being c'est une notion de vulnérabilité structurelle plutôt que d'être un adulte vulnérable. Et pour ce qui est aussi de l'autorité de prise de décision. Alors, Janelle, avez-vous quelque chose à ajouter à cette question? Je me tourne vers vous. Non? Non. En tout cas, le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. Je ne vois pas qu'il y a d'autres questions. Alors, merci à tous de vous être rejoints à nous, d'avoir participé. Et en particulier, merci à la docteure Janelle Taylor et au docteur Félix Pajot. Ça a été une excellente conversation et je me sens très privilégié d'y avoir participé. Et Corey, je vous rends la parole pour les dernières remarques. Oui, je dois dire que vous avez parfaitement
respecter l'horaire. Il y a eu énormément de sagesse qu'on a entendue. Anthropologue médical et clinicien pour parler de ces questions. J'aimerais beaucoup continuer les conversations entre anthropologues, sociologues, surtout quand c'est lié aux questions des cliniciens qui sont sur le terrain, en particulier, par exemple, avec les termes qu'on utilise. J'ai entendu Félix parler à maintes reprises de la fragilité comme diagnostic. Et ça, c'est toujours frappant pour nous dans le domaine des sciences sociales et des sciences humaines, qu'il s'agit en fait d'un diagnostic médical, fragilité, avec un certain nombre de critères. Et puis également l'utilisation de l'adjectif social quand on parle des robots sociaux. Alors, Félix avait toute une critique de ce modèle et il l'a mentionné dans son exposé, que les robots sociaux, on ne veut pas les considérer comme des personnes, mais comme des instruments ou des moyens. Et pourtant, on les qualifie de sociaux. Et ça, c'est très intéressant. C'est pour cela qu'il est essentiel d'avoir une conversation pluridisciplinaire. Je remercie sincèrement Catherine, Andrew, Victoria, Amanda, nos interprètes, Lionel et Karine, pour leur participation à cette discussion fantastique dans le cadre de notre série de conversations. Et puis, merci à Kim pour son excellente compétence en tant qu'animatrice. Merci à Félix et Janelle pour leur excellente présentation. Et merci aussi à l'auditoire pour son engagement et son soutien tout au long de cette série et d'autres activités que nous menons à bien ici à la Société canadienne de bioéthique. Nous avons hâte de vous voir au prochain événement de la série de conversations le 7 novembre. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci.